Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est un des thèmes du monde de l'ESG, les facteurs extra-financiers, environnementaux, sociaux et de gouvernance, avec l'idée qu'on est peut-être à un moment clé pour le S de ESG, le social. En l'occurrence, nous en parlons avec Marie de Muison, directrice de l'impact d'Atlas Responsible Investors. Marie, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Un mot avant de parler du S de l'ESG, du positionnement assez singulier d'Atlas Responsible Investors. On s'est rencontrés il y a un an, c'était le lancement de la société de gestion. L'un des fondateurs est venu nous le raconter. Alors vous avez franchi une nouvelle étape puisque les fonds sont UCITS. Maintenant, la stratégie, ça y est, il y a un fonds UCITS pour participer à la stratégie que vous proposez au marché. C'est ça qui fait votre singularité d'ailleurs. L'idée, c'est de pouvoir proposer une stratégie alternative, de long short, de hedge fund, comme on dit, au service de l'impact. C'est ça, Marie? Exactement. Ouais. Donc, en effet, Atlas est une jeune société de gestion créée en 2019 à Londres par Quentin Dumortier, que vous avez reçu, relocalisée à Paris en 2020. Et nous proposons, donc nous sommes sur des stratégies d'investissement alternatives sur les marchés cotés. Donc, on nous qualifie souvent du premier hedge fund à impact, parce que notre stratégie d'investissement est totalement centrée sur l'investissement responsable autour de 11 thématiques d'impact. Ouais. Donc, probablement, ce qui nous caractérise, c'est qu'on veut utiliser les armes classiques des hedge funds, comme l'activisme, pour amener les entreprises dans lesquelles on investit à progresser ou avancer sur certains sujets sociaux ou environnementaux, mais aussi dans notre philosophie d'investissement et la façon dont on sélectionne les titres et les entreprises pionnières. On se base énormément sur le jugement humain et on va bien au-delà de la notation extra-financière, et donc on s'appuie sur tout un écosystème d'experts du développement durable qui nous conseille et nous revoit nos thèses impact. Et vous en êtes un des exemples, je le dis au passage, Marie, parce que j'aime beaucoup la notion d'expertise aujourd'hui dans le monde de l'investissement. Comment on construit une expertise? Évidemment, individuellement, l'expertise a toujours une limite, mais vous avez été directrice de comme on dit, Global Sustainability de Danone, c'est ça, pendant des années, voilà, Marie. Exactement, j'ai passé auparavant... Vous n'êtes pas une financière pure au départ. Financière, la finance durable n'est pas mon background. En revanche, le développement durable est le milieu dont je viens. Donc j'ai été en effet pendant plus de 15 ans chez Danone sur des postes de responsabilité sur des sujets de développement durable. La politique climat de l'entreprise, typiquement, c'était une des premières entreprises cotées à annoncer une ambition zéro net à 2050 sur son périmètre élargi. Donc c'était les premières avancées, on va dire, sur ce qui est aujourd'hui des engagements classiques. Et puis surtout, à la fin, dans mon dernier poste, je coordonnais la performance extra-financière du groupe, donc sur le E, le S, le G, et j'interagissais beaucoup aux côtés des relations investisseurs avec les actionnaires de Danone. Et donc je voyais cette lame de fond montante sur ces sujets-là. On ne peut pas investir dans ces sujets en voulant être sérieux sans cette expertise effectivement nécessaire aujourd'hui au service de l'impact. Est-ce que le S est à un moment clé de son histoire? Comme le E, l'environnement a pu l'être il y a quelques années en arrière, je pense aux accords de Paris, ou des grands moments comme ça, les discours de Marc Carnot, qui ont effectivement généré une prise de conscience collective, et quand je dis collective, jusqu'à l'opinion publique en général. Parce que le S est un moment clé, je l'espère. Je ne peux pas l'affirmer assurément, mais ce qui est sûr, c'est que la gouvernance, ça fait longtemps que les analystes le regardent, et d'un point de vue financier. Maintenant, c'est dans le cadre extra-financier, mais ce n'est pas un sujet nouveau. L'environnement est totalement intégré dans les politiques d'investissement. Au plus haut niveau stratégique. Au plus haut niveau stratégique. Ouais. Le monde a une trajectoire globale pour les gouvernements, pour l'économie, pour la société civile. Sur le S, et pourtant la pression va monter sur ces thématiques, en particulier les inégalités sociales, peut-être qu'on va arriver à faire monter ces sujets qui sont, et c'est notre conviction chez Atlas, un sujet sur lequel les investisseurs ont vraiment le pouvoir de faire progresser, bouger les lignes sur des thématiques qui sont difficiles pour les entreprises, enfin qui sont difficiles à appréhender, à mesurer et à transformer. Ouais. Parce qu'on parle de sujets humains et d'hommes et de femmes qui sont, pour la plupart de ces multinationales, dans des géographies extrêmement diverses, avec des réalités locales extrêmement diverses, et des entreprises qui ont parfois plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'employés. Bien sûr. Donc, quels sont les objectifs? Alors, vous disiez, il y a 11 objectifs d'impact, c'est ça qu'on se fixe chez Atlas. Parmi ces objectifs, quels sont ceux qui sont dédiés au S, justement, Marie? Donc, en effet, on a 11 objectifs d'investissement responsable qui sont nos thématiques d'impact et qui sont corrélés aux objectifs de développement durable des Nations Unies. Donc, c'est tous les grands sujets. On en a 3 qui sont plus particulièrement dédiés à des sujets sociaux, qui sont santé, éducation et inclusion financière. D'accord. Et également, on peut mettre, enfin bref, l'empreinte sociale est partout, mais alimentation durable, mobilité, énergie, à chaque fois, il y a une empreinte sociale très forte, mais nos verticales sont santé, éducation et inclusion financière.
Bon, et quels sont les critères pour vous là qui sont importants dans l'analyse extra-financière quand on se focalise sur cette partie sociale? Alors, les critères importants aujourd'hui et puis les critères qui seront importants demain, qui feront la différence peut-être stratégiquement également pour les investisseurs. Comment est-ce que les choses sont en train d'évoluer dans l'analyse extra-financière de ce point de vue-là, Marie? Donc nous, ce qu'on met au cœur de l'analyse extra-financière, c'est beaucoup l'utilité sociale des produits et des services qui sont proposés par les entreprises. Donc ça fait vraiment partie de notre analyse sur ces sujets-là. Et en particulier dans le social, il y a tous ces enjeux d'accessibilité, donc à la fois de prix et de distribution, donc d'accès au plus grand nombre de biens essentiels comme l'alimentation, la santé, la mobilité. Et ensuite, quand on regarde, quelles que soient les entreprises, quel que soit le secteur de l'entreprise qu'on regarde, on s'attache bien évidemment à des sujets qui sont plus connus ou visibles comme inclusion et diversité, formation, adaptation au futur des travail, mais on regarde aussi des sujets parfois plus difficiles mais importants comme le dialogue social, la couverture assurance maladie, etc. Donc les politiques sociales qui sont mises en place par ces entreprises sur leurs employés, qui sont peut-être ceux qui sont en situation les plus précaires. Et un sujet qu'on regarde et sur lequel on fait de l'activisme, c'est celui des droits de l'homme. Et derrière les droits de l'homme, il y a beaucoup de thématiques compliquées. Ouais. Et pourtant, c'est peut-être le nouveau climat de demain. Ouais, c'est ça. Quand on réfléchit aux secteurs qui sont en première ligne sur ces questions, et la question des droits de l'homme, des droits sociaux est quand même importante. Alors je sais pas, me vient évidemment le secteur textile-habillement parce que c'est peut-être celui qui ressort le plus, qui ressort le plus facilement. Il y a peut-être d'autres secteurs qui sont en première ligne. Dans ces secteurs, comment est-ce que les pratiques des entreprises évoluent sur ces questions sociales, Marie? Donc heureusement, elles évoluent positivement. Il faut qu'elles évoluent assez vite. Donc en fait, tous les secteurs des grandes entreprises multinationales cotées, il n'y en a pas une qui peut dire qu'elle ne se sent pas concernée et qu'elle n'a aucun risque d'être exposée aux droits de l'homme, puisqu'on parle en fait souvent d'exposition en bout de chaîne de valeur. Donc on parle d'agriculture, on parle de, je ne sais pas, vanille de Madagascar, de minerais au Congo, de pêche en Thaïlande. On parle vraiment de sujets qui sont en bout de chaîne de valeur, mais qui sont les biens essentiels qui contribuent à la production de tous les secteurs. Donc, on a vraiment l'alimentation, la tech, la mobilité, le secteur minier. Tous ont des enjeux de droits de l'homme. Et en fait, le Rana Plaza, qui était un drame, là, l'effondrement, bien sûr. Voilà, bien sûr, a créé la loi du devoir de vigilance en France en 2017. Et en fait, cette loi a quand même poussé les entreprises au moins à comprendre, apprendre et savoir quels sont leurs risques dans leur chaîne de valeur sur ces sujets-là, aller les identifier, faire des audits, mettre en place des plans de rémédiation et discloser, donc être transparent dessus. Ça, c'est déjà une première étape. Et il y a des entreprises qui jouent le jeu, qui vont au bout de cette idée d'aller au bout de leur chaîne de valeur pour essayer de comprendre effectivement comment ça se passe et comment on se retrouve, nous, après, avec des produits et des services qu'on consomme chez nous, sans savoir forcément quelle a été la genèse au départ. Il y a ce travail-là est fait. Ce travail-là est fait partout. Et après, il y a des entreprises qui font du beau travail pour justement mettre en place des programmes très innovants pour transformer. Donc, Schneider, Unilever, L'Oréal sont ceux qui sont les plus avancés sur certains de ces sujets et qui mettent en place des pilotes. Vinci a fait un très beau pilote aussi au Qatar dans la construction avec ses agences d'emploi. Il y a beaucoup de thématiques, on les voit émerger là au Qatar, mais donc des très belles avancées là-dessus, et toutes sont en train de prendre le sujet, mais plus ou moins rapidement, et il y en a qui créent de la traction de façon un peu pré-compétitive dans leur secteur et obligent les autres à suivre. Comme pour le climat, il y a des coalitions d'entreprises qui se forment sur ces questions sociales, Marie. Je dis ça en sachant que vous avez participé chez Danone justement à la création d'une grande coalition d'une quarantaine d'entreprises, je crois. Voilà, c'est exactement. Ça Business for Inclusive Growth, qui est une coalition de 40 multinationales dont les PDG se sont engagés ensemble à travailler sur ces thématiques de croissance inclusive. Elle a été lancée au moment du G7 en 2019 par ces 40 multinationales avec l'OCDE. Donc pour avancer ensemble, public-privé, sur faire progresser ces sujets-là. Et ça maintient une tension comme les alliances net zéro qu'on peut trouver sur la partie climatique. Voilà. Entre entreprises, ça maintient une tension, ça maintient une... Tout à fait, mais ce qui maintient encore plus une tension, c'est les coalitions d'investisseurs. Ah oui. Et là, pour le coup, comme sur le climat et la biodiversité, il y a des coalitions qui émergent sur les thématiques des droits de l'homme. Et quand les entreprises sont prises entre la pression du régulateur, les ONG, la société civile, et que les investisseurs se mettent aussi à pousser dans le dialogue actionnarial pour mieux comprendre
où sont les risques sur toutes ces thématiques et quels sont les plans de progrès mis en place. Là, réellement, enfin, pour l'avoir expérimenté, ça accélère le moment où le sujet arrive à l'agenda du board. Bien sûr. Vous disiez, sur le S, les investisseurs ont sans doute un rôle important à jouer. J'entends peut-être même plus que sur la partie environnementale, où là, il y a une pression de l'opinion publique qui s'exerce. Alors attention, il faut faire les bons choix. Il y a parfois des fausses bonnes idées aussi dans le domaine environnemental et climatique, mais tout le monde adhère à l'idée que tiens, il faut changer sa vieille voiture thermique et aller vers quelque chose, alors, ou d'électrique, tout électrique, hybride, ou j'en sais rien. Sur la partie sociale, l'opinion publique n'est pas prête à ce point-là à renoncer, je ne sais pas, à la fast fashion par exemple. Il faudra que les investisseurs soient beaucoup plus vigilants peut-être sur cette partie-là. Tout à fait. Mais je pense surtout qu'on est plus avancé sur l'environnement. Donc maintenant, la prise de conscience de la crise climatique, par exemple, est maintenant n'est même plus contestable. Et donc tous les investisseurs ont intégré ces enjeux dans leur politique d'investissement. Et si elles ne le font pas, elles doivent expliquer pourquoi. Donc on est vraiment beaucoup plus avancé et mûr. Sur le social, ça émerge, mais c'est des sujets moins visibles. Donc en effet, la pression à la fois des actionnaires, de la société civile, des ONG, pour que les entreprises progressent dans leurs pratiques sociales va être clé. Mais les consommateurs, quand ils savent, quand ils connaissent, on crée évidemment un attachement beaucoup plus fort à la marque ou à l'entreprise que s'ils découvrent et qu'il y a des sujets d'éthique des affaires qui sont défaillants. Donc c'est pour l'entreprise une source de création de valeur, de richesse, de valeur, bien sûr, pure, de création de valeur et de résilience dans le futur. Merci beaucoup Marie d'être venue nous voir pour évoquer cet aspect social dans l'analyse extra-financière et la recherche d'impact qui est le but de la stratégie d'Atlas Responsible Investor. Vous êtes directrice de l'impact d'Atlas. Marie Demuson qui était avec nous, l'invitée du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir sur Bismart.